Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery d'été. Et oui, on a fini la saison 8. Mais oui, ça va faire 8 ans qu'on fait cette émission. Ça ne me rajeunit guère. Donc, je voulais annoncer la semaine dernière, on va avoir un petit programme estival. On va vous proposer, un peu comme on avait fait il y a un été ou deux, l'été des romans graphiques. Là, on fait un peu le même chose, même si le mot roman graphique me fait toujours hurler et me donne envie de me tailler les veines. Mais c'est pas grave, c'est pour le LOL. Du coup, on a fait une petite sélection avec Spades de titres dont on avait envie de parler. Ce sont a priori des titres qui méritent à chaque fois d'être lus ou qui méritent qu'on en parle. Dans la sélection, il y aura peut-être des titres qui sont indisponibles, notamment un, on en parlera plus tard. Donc, faudra que vous ayez fouillé vos bacs d'occasion pour aller trouver tout ça. Mais en tout cas, Sinon, vous m'envoyez un DM, je dois avoir un CBR qui traîne quelque part. ouais, on va pas le dire trop fort ça. Mais c'est possible, c'est possible. C'est vrai. Après, c'est aux éditeurs de jouer le jeu et de publier des bons bouquins aussi. Oui, effectivement. On Voilà. en parlera au moment de l'émission. Cette semaine, on va vous parler du sculpteur de Scott McCloud, d'où vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'on on a mentionné à plusieurs reprises. Mais cette fois, on va vraiment en parler. Pour ce faire, je suis une petite équipe. Tout le monde nous a laissé tomber, mais il y a toujours le vieux roublard de cette émission. Spades est avec moi. Salut Spades, ça va Spades? Le vieux du Muppet Show est bien là, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Et avec nous, on a un invité, quelqu'un que je suis depuis un moment sur ce vieux réseau social qui est Twitter. Je vais rester sur Twitter, où j'ai découvert son compte. Tac, tac, tac. J'ai pas envie Ah oui, c'est Thomas Clouet. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, tu dis pas de bêtises. Donc il y a un compte Twitter qui est très très cool. Si vous aimez la BD, je ne peux que vous conseiller d'aller le follow. Et je crois que je t'avais follow à cause de. C'est toi qui faisais C'était à quel mois déjà? Tout un mois où tu avais donné des consignes. C'est ça, Et ouais, des fallait. challenges en fait, ouais. Ouais, Un voilà. petit challenge que j'ai fait au mois d'octobre et puis que j'ai relancé au mois de mai, un deuxième, comme ça, avec des thématiques Mm. Et c'était pour très cool. échanger, pour se marrer. Et puis c'était super. Et j'en prépare un autre en octobre encore. Eh bah, trop bien. Bah, j'essaierai de suivre. C'était dur de trouver à chaque fois. Pour être sincère avec vous, j'avais un peu triché. J'avais planifié les tweets parce que tous les jours, penser au bon comics ou au bon manga, c'était compliqué. Mais c'est un compte que, bah, du coup, grâce au challenge, j'ai pu découvrir. Tu fais tous les jours des petits partages de BD et c'est toujours agréable, c'est toujours cool. Donc, je me suis dit, eh ben, ce serait un invité parfait pour parler du sculpteur. Et en plus de ça, à côté de ça, tu fais un peu de BD ou tu fais de la. Enfin, tu nous en parleras tout à Ouais, l'heure. un petit peu Je te l'ai. d'illustration, mais ouais, plus que Voilà, de la BD. d'accord, ok. Et ben, je te laisserai un moment tout à l'heure après les recommandations culturelles pour nous présenter ton taf et nous dire un peu ce que tu fais. Tout Mhm. ça, tout ça. Mais comme d'habitude, on va pas perdre les bonnes habitudes. On va commencer par une recommandation. Je vais commencer si ça vous dérange pas. Et moi, ça va être une non-recommandation. Parce que bon, j'en ai beaucoup parlé parce qu'en fait, on a enregistré le BD Discovery. Je vais vous donner le thème directement, comme ça vous l'aurez. Je sais pas quand il sortira parce que c'est pas moi qui le monte, c'est Julien qui le monte, donc ça va durer, ça va être un peu plus long puisqu'il est beaucoup plus. Moi, pour être sincère, sur Comics Discovery, c'est beaucoup. Je coupe le début, je coupe la fin et j'envoie direct. Julien est beaucoup plus tatillon que moi sur le montage. Donc ça peut prendre des mois comme des années. Donc on verra bien quand ça sortira. Et le thème, c'était La route de Manuel Larsenet qui est sorti cet automne, qui est une super BD. On vous en parlera dans l'épisode. Et moi, pour le coup, j'avais pas lu beaucoup de Manuel Larsenet. Je crois que j'avais lu Le Combat ordinaire. Et j'en avais pas lu plus. J'avais commencé Blast,
il y a un moment, et je me suis dit, bah, pour le coup, je vais relire Blast, et bah, je déconseille totalement la lecture de Blast. Ça a été la pire expérience de lecture de BD que j'ai eue. Après, je pense que c'est très très personnel parce que en fait Blast, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de Manu Polza, qui est quelqu'un qui va tout quitter sa vie pour devenir SDF, et qui va faire une espèce de road trip au travers de la France, et au travers des moments où on prend le plus de drogue possible pour atteindre ce qu'il appelle le blast, donc des moments où en fait où il quitte sa vie, enfin où il a plus de conscience, et c'est quelqu'un qui est atteint d'obésité, excusez-moi, morbide, mais vraiment, enfin, il est très dessiné comme, il est énorme quoi. Il y a un rapport au corps, il y a un rapport à des traumas qu'il a eu, qui moi m'ont beaucoup touché. Je me suis beaucoup identifié à ce personnage, et sans vous spoiler la fin. Je ne sais pas si vous avez lu Blast jusqu'au bout, mais il y a une espèce de twist à la fin que je ne vous dévoilerai pas. Mais en fait, je trouve que Manu Larsenet s'amuse à nous faire identifier à un personnage pour au final nous dégoûter du fait que bon, sans trop vous spoiler, en fait, c'est une personne assez détestable, et je me suis senti violé par cette BD, vraiment. J'ai eu une vraie accroche au personnage. Il y a eu plein de trucs où je me suis reconnu, et au final, le fait que bah, cette fin, elle soit telle quelle, je crois que j'ai jamais aussi mal vécu une œuvre de pop culture de ma vie. Donc, bon, c'est très beau. Il y a c'est très bien écrit, mais c'est à vos dépens. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le long de ma lecture, et je crois que même Space me l'avait dit, il y a plein de moments, il y a plein de petits moments où je me dis bon, j'arrête parce que vraiment c'est trop dur, et vraiment ça, enfin, je m'identifiais tellement à mon personnage qu'il y avait des moments où il fallait que j'arrête, et que je me dise bon, c'est bon, là, je vais pas aller plus loin. Et à chaque fois, il fallait que je continue un peu plus. Et Spades me l'a dit, Julien me l'a dit, enfin tout le monde m'a dit, mais arrête, tu te fais du mal tout seul. Et en plus, comme il y avait beaucoup de gens qui connaissaient la fin, ils me disaient, tu sais, enfin on sait de toute façon dès le départ que ça va partir, que c'est un voyage vers l'enfer en fait, et que cette personne, elle part vers une fin qui se fera inéluctablement dramatique quoi. Et bah, ça m'a fait un mal fou. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez ressenti, les chers auditeurs, si vous avez lu Blast et si vous avez eu un ressenti différent, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu l'as lu, Ah oui, Blast. oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment un titre de référence, mais t'exprimes très bien le malaise. Oui, quand tu parles de viol, je trouve que le mot est fort, mais en même temps, c'est assez, c'est le ressenti effectivement qu'on peut avoir sur cette lecture tellement Et c'est vraiment la c'est volonté de ouais, Larsenet. Je l'avais rencontré, il faisait une séance de dédicace près de chez moi pour le rapport Brodeck de mémoire. Donc je l'avais rencontré parce que je connaissais bien le libraire. Euh, on a longuement discuté, puis on a parlé de Blast. Et je lui ai dit, j'ai toujours pas lu le tome 4 parce que j'ai peur de le lire. Et vraiment, il m'a dit, mais tu as raison d'avoir peur. Clairement, en fait, la réaction que tu as eue, James, c'est vraiment en fait la volonté Mais c'est de horrible. Larsenet. Mais C'est ouais, horrible. mais d'un côté, l'art, c'est te confronter toi-même à l'œuvre. Et mmh. d'un côté, ça prouve que Blast est au-delà d'une simple BD, c'est une vraie œuvre d'art au sens noble du terme. Ah ouais. Ouais. C'est horrible, oui, c'est horrible, hein. Moi, je te dis, un de mes bouquins préférés, c'est Lolita, qui est quand même le témoignage à décharge d'un pédophile qui va essayer de te le rendre sympathique, et tu as une
une déconnexion cognitive entre ce qu'il raconte et ce que tu sais qui est terrifiante. Et Blast, je trouve que joue beaucoup sur ce tableau-là. Moi, j'avais senti venir à la fin, courant du tome 2 à peu près, j'avais commencé à comprendre vers où on se dirigeait. Et le tome 4, ouais, j'ai repoussé la lecture pendant très longtemps, parce que je savais que ça allait pas être facile, hein. Le rapport Brodeck, ça a l'air bien aussi, je sais pas si vous l'avez lu? Et j'en ai entendu Oui, de ça a l'air cool, comme Ouais. histoire. Ouais, non, ouais, c'était une cool. belle adaptation aussi, oui. Ouais. Mais bah, de toute façon, Larsenet, tout vaut le coup, de le lire, mais ouais, Ouais. c'est une vraie expérience, artistique, qu'il nous propose à chaque fois, quoi. Mmh. Thomas, est-ce que tu as une reco culturelle à nous partager? Alors oui, tout à fait. Moi, c'est une BD, un 1er album, d'une jeune autrice, avec un scénariste. Elle s'appelle Marion Besançon et scénariste Patrick Lacan sur un album, sorti chez Rudcept qui s'appelle Vert, Vert, au Ah, pluriel. c'est trop bien. Et c'est une fable écologique, plutôt maligne en fait, avec une analyse de notre société assez fine, et en même temps vraiment une chouette, je sais pas comment dire, euh, une idée comme ça en fait où la nature reprend ses droits et où l'humanité est en train de muter vers le végétal. Et ces bouleversements, il y a des naissances comme ça avec des bébés qui naissent avec des feuilles dans le nez. Et au début, il va y avoir un rejet en fait, de la situation. Et on va suivre des personnages entre ceux qui vont être dans l'acceptation et ceux qui vont être dans un refus hyper violent. Et vont se créer des groupes comme ça entre les parents d'enfants mutants. Et petit à petit, on va se rendre compte que les adultes aussi commencent à être touchés. Et en fait, il y a une vraie, il y a une vraie résilience écologique. C'est euh, le dessin est de toute beauté. Alors, on est sur du noir et blanc traité avec une sorte de crayonné, avec des niveaux de gris, pour arriver à la couleur sur la fin de l'album, et avec des planches qui montrent la mutation, parce que même l'environnement, en fait, tout mute sur la planète au bout d'un moment, tout se remplit, et il y a des espèces de groupes qui veulent pas accepter, genre mariage pour tous, enfin des espèces de fanatiques euh, qui voudraient bien que ça s'arrête, et puis qui mettent la pression sur l'État, mais personne ne peut rien faire, puisque c'est la nature enfin, qui reprend ses droits, quoi. Voilà, donc très très bel album en tout cas pour un premier. Enfin moi j'ai vraiment été touché, c'est bluffant, hyper poétique. Voilà. Bah, je peux que appuyer ton propos parce que je l'ai reçu par Rutsrev et déjà je trouve que l'objet est magnifique. Ouais, Le papier est trop bien. Mais de toute façon, Rutsèvre, c'est des bijoux à chaque fois ce qui sortent, hein. ouais, c'est quali. Et Hein. Ouais. le dessin est ouf. L'histoire, moi, je sais pas si ça t'a fait pareil, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser au Covid avec les anti-vax et tout. Il y a Complètement. Ouais. un petit délire comme ça. Et j'ai trouvé l'œuvre magnifique. Les dessins sont super, c'est poétique, c'est beau. Vraiment un vrai coup de cœur pour moi, Vert. C'est vraiment super, super bien. Pareil. Spades, est-ce que tu as une reco à nous partager? En ce moment, je suis en train de me replonger dans la lecture des romans de George Chesebro. Donc, George Chesebro, c'est un romancier américain spécialisé dans le polar. Ouais. Il est surtout connu pour avoir fait une série de romans autour d'un personnage atypique, donc Mongo le Magnifique, qui est un ancien nain acrobate de cirque qui est devenu criminologue et qui se retrouve à faire détective privé aidé par son frère qui est lui est flic. Et c'est très très bien à lire. Mais là, le bouquin que je suis en train de relire en ce moment, c'est Bone, qui parle d'un amnésique en plein cœur de New York qui essaie de comprendre qui il est et d'où il vient et pourquoi il a un tibia fossilisé à la main. D'accord. Donc non, c'est vachement bien en fait, ça part sur un récit de serial killer qui œuvre dans les bas-fonds de New York et notamment dans la communauté des SDF.
Et donc Ok. le personnage de Bone ne sait pas s'il vient de cette communauté-là ou s'il est le tueur. Il s'explique qu'on l'a retrouvé avec un tibia à la main, ce qui est peu courant, hein, tu me diras, en plein, en plein New York, même si c'est des tarés. Et donc vraiment, c'est une quête vers son passé et savoir il est un salaud ou pas. Ah, ça a l'air intéressant. Et Mm. ça me fait penser que j'ai reçu par Delcourt les récits bonus de Bone, et je me demandais si tu voulais que je te les envoie, Spades. Je sais pas si tu les as en- Les nouveaux ou Ouais, les nouveaux qui sont sortis. ouais, je veux bien. Ouais. Et ben, je te l'enverrai. Je te l'enverrai. Avec plaisir. Et si vous l'avez pas lu, d'ailleurs, Thomas, si tu n'as pas lu Bone de James Smith, je ne Alors, peux que te le conseiller. C'est une tuerie. lu, re-relu et lu le dernier paru là, avec les histoires inédites en France. Mm. Oui, oui. Et Big Johnson Bone était déjà sorti en noir et blanc, c'est dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Et quand j'ai débuté en tant que libraire à une époque, j'ai énormément conseillé, parce que c'est sorti à cette époque-là. Je conseillais aussi pour les scolaires. Enfin, excellente série, effectivement. Enfin, un indispensable. Bonne. Ouais, Un des meilleurs récits de Heroic Fantasy en BD qui soit. Ouais, on est d'accord. totalement, totalement. Et on en parlera, parce on voulait en parler cet été, mais Sophie ne sera pas là cet été, puisqu'elle a des tournages et elle part en Écosse. Je suis en train de donner sa vie totalement, hein. Peut-être qu'elle. Donne son numéro de téléphone, le numéro de... Alors, 06, non. Mais du coup, on voulait le faire avec elle parce qu'elle est très fan, et on le fera peut-être. Si on fera Astro City, parce que Astro City va ressortir, et que ça va faire plaisir à Spades de reparler de Astro City. A priori. Bah, entre ça et puis les trucs de Tom King que tu m'as fait lire, ouais, il y a un truc où je serais content. Et peut-être qu'on refera Bonne à Noël ou un truc comme ça pourrait Mm. être sympa. Ça peut être un titre de Noël parfait. Ah bah oui. Thomas, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton travail avant qu'on se lance dans le sculpteur? Est-ce que déjà, c'est quoi ton rapport avec la BD? Comment tu as commencé la BD tout court? Alors moi, j'ai commencé à la BD très tôt, donc j'étais vraiment passionné et client d'un libraire spé à Tours, avant d'avoir l'opportunité de pouvoir passer derrière le comptoir et de devenir libraire à mon tour. Donc j'étais libraire pendant une dizaine d'années dans des librairies BD, soit spécialisées, soit d'occasion ou de grande surface. Et ça m'a jamais quitté. Et après, la passion s'est étendue sur le comics et le manga. Et en fait, je bosse dans le milieu du livre depuis cette époque. Je me suis jamais arrêté. Après, ça a été dans la distribution, dans la diffusion, enfin, un petit peu dans tous les secteurs du livre. Et, Ok. euh, et c'est une passion qui me quitte pas, en fait. C'est là, j'en lis énormément. Euh, voilà, j'ai une bibliothèque qui s'agrandit, c'est catastrophique. J'arrive pas à me séparer, c'est une horreur à la maison tellement il y en a. Tu Euh, fabriques des dépendances pour les stocker au fur et à mesure, un peu comme moi. c'est limite ça. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire une sorte de BD-tech idéale de reco sur les réseaux. Donc, enfin, là, depuis que je suis sur Twitter, j'ai commencé cette expérience-là qui est sympa en fait parce que je plonge dans ma bibliothèque, je partage un peu des titres par thématique, par auteur, etc. Et des fois, ça me pousse à la relecture, des fois, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce truc-là, bah tiens, je le relis, et ah bah ouais, ça s'intègre bien. Donc, je vais aller sur du classique incontournable, et puis après, vers des choses peut-être plus intimistes, plus confidentielles. Mais j'aime bien. En fait, mon métier de libraire m'a vraiment euh, j'étais quelqu'un de très timide et en fait, le fait d'être libraire, de partager cette passion avec les gens, d'être source de conseils, ça a vraiment été une super expérience et j'ai rencontré enfin, plein de copains maintenant dans ce milieu. Voilà, c'est un milieu que j'adore. Et puis, les petites expériences que je mène sur Twitter ou sur Instagram, je vois qu'il y a quand même une communauté active de gens. Enfin, vraiment, il y a une bonne ambiance, malgré qu'on soit sur Twitter et qu'on est quand même sur un réseau. Oui. Bon.
Voilà. Oui, je comprends. Hein, on sait ce que c'est. Mais il n'empêche que là, quand on se réunit ensemble, il y a vraiment des échanges super sympas. Enfin, moi, je fais des chouettes rencontres en ce moment de partage, et ça, j'adore. C'est trop cool. Voilà, tout ça, c'est mon rapport à la BD. Voilà, ça vient de là. Ok. Nous, on aime bien, on est très librairie indépendant. D'ailleurs, allez acheter vos livres à Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires. Bon, notre librairie de cœur, on va le dire, même s'ils Mhm. ne sont pas spé BD. Est-ce qu'il y a une librairie spé BD ou même pas spé? Est-ce qu'il y a une librairie à qui tu voudrais donner, je sais pas dans quel coin t'es, mais si tu as envie d'envoyer de la force un peu à une petite Ah ben, librairie. moi, petite euh, librairie, c'est Super Héros à Paris, ouais, rue Saint-Martin. J'adore, c'est tout petit, hein, c'est un long couloir, mais alors on a des gens de super conseils et puis enfin, qui ont des propositions en plus un peu audacieuses en termes d'indé, en termes de confidentiel, en termes d'invitation d'auteurs. Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment, si sur Paris, ouais, c'est vraiment la librairie de cœur super-héros. Ouais. d'accord, ok, trop cool. Et bah, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup, en tant qu'illustrateur, qu'est-ce que tu fais là, tout simplement? Alors, en tant qu'illustrateur, donc moi, ça fait longtemps que j'ai renoncé à la BD parce que je suis trop feignant pour ça. Ouais, Donc, je suis allé vers l'illustration qui me convient mieux, en fait. Et puis qu'en termes de narration, je ne me voyais pas. Enfin, j'ai beau lire Scott McCloud, j'ai beau lire Will Eisner, tout, tous les conseils avisés des maîtres, ok, mais en fait, je me rends compte que je suis trop paresseux pour ça. Donc, je me suis tourné vers l'illustration. Et ces dernières années, je mélange ma passion pour le cinéma et le dessin. Et voilà, je suis assez sur cette thématique. Donc, il y a une espèce de mouvement comme ça d'illustrateurs qui reprennent des affiches de films ou qui repensent des affiches de films. Et je suis un peu dans ce délire-là. ok. Euh, voilà. Et on Et peut je retrouver ce prépare. travail où? Vas-y, excuse-moi. Oui, oui, non, t'inquiète. On peut voir ça. Alors, je partage, ouais, sur Behance. J'ai un compte Behance, Thomas Clouet. Si on va sur mon compte Twitter, il y a des liens aussi avec tous les comptes sur lesquels je suis présent. Et il y a quelques illustrations dedans. Et j'ai aussi un blog où je publie aussi un petit peu de temps en temps, un prosine, ça s'appelle. Et là, je prépare un gros projet de livre-jeu sur le cinéma. Donc, Ok, je mange trop cool. énormément de films et voilà. C'est trop cool. Voilà, j'en dirai Ce qui plus au moment explique où. le fond de ta vignette, parce que cette tête Oui, sur cette spirale verte, ça me rappelle quelque chose. oui, Je dirais une cravate piano au hasard. exactement. Ah oui, film, c'est un de mes films de chevet en plus, donc c'est Ouais, exactement ça. ouais, Et ouais. j'ai ouvert une boutique où je vends quelques t-shirts, des choses comme ça, et où j'ai repris en plus son personnage, et c'est l'intitulé de la boutique, c'est lui. Ah, ok, Mugatou. Voilà, exactement. Ok. Et bah, tous les liens seront dans la description pour les gens qui nous écoutent en podcast pour aller retrouver tout ça. Ça a l'air trop cool. Et ça a l'air trop cool. Ouais, rien à dire. Si c'est Mugatou, c'est forcément relax. Bah, merci Thomas. On va De rien. passer à la review. Et comme effectivement cette semaine, il n'y a pas d'actu pop, je vous l'avais prévenu. Donc je me suis dit, je vais m'essayer à la, mais je sais même pas où je vais. Excusez-moi. À la review. À la review, tout simplement. Voilà. Donc cette semaine, de ce programme estival de Comics Discovery, on va vous parler du sculpteur de Scott McCloud. Scott McCloud, si vous connaissez un peu le comics, si vous connaissez un peu la BD, c'est un nom qui vous est pas forcément inconnu puisque c'est le monsieur qui a écrit L'Art Invisible, donc qui est une espèce d'essai sur la BD, quoi, sur l'art séquentiel tout simplement. Je pense que c'est un immanquable si vous êtes un peu fan
de BD, je pense qu'il faut le lire. Ça vous permettra de voir la BD autrement, de comprendre la BD autrement, et c'est très, très cool. Il y a un super épisode de Comics Fair, le podcast de notre collègue Spades qui est avec nous, consacré à l'art invisible. Enfin, c'est le nom anglais que vous avez utilisé. C'est Speaking. Non, je sais plus le nom anglais. Spades, si tu peux me le. Moi non plus, hein, franchement, ça date, ça date d'il y a D'accord. tellement Bon, longtemps. vous tapez Scott Mais McCloud le Comics Fair, vous le commissaire, trouverez. vous allez le trouver facilement, ouais. Il est très bien. Il revient sur. Spain m'a dit, pour la bio, t'as qu'à écouter. Mais en fait, comment je peux faire mieux que la bio de Comics Fair. Donc, allez écouter sa bio. Vous verrez que c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé comme petite main en tant que dans le comics, qui a beaucoup bossé avec Kurt Busiek, avec qui il était très 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 pote. D'ailleurs, c'est Kurt Busiek qui l'a. Je cite mes sources Comics Fair. Apparemment, avant Scott McCloud disait que c'était que le comics c'était pas un art, c'était un truc pour gamins. Et son ami Scott McCloud lui a mis entre les mains le X-Men de Chris Claremont. Et c'est là qu'il a compris que oui, effectivement, on pouvait faire quelque chose avec le comics. Et c'est là où il s'est mis à l'étudier et en faire. Il a même participé à des moyens de rendre les auteurs de comics un peu plus indépendants, même si bon, c'est pas forcément des trucs qui ont marché. Je pense c'est au Bill's Comics, c'est ça, Ouais. avant Image, où ils ont essayé d'écrire une espèce de comment dire, de contrat pour les De pour les Chartres. de charte, ouais, pour les auteurs de comics. Bon, malheureusement, les Marvel Marvel Edition, pas forcément. Ils ont dit vous êtes sympa avec votre truc, mais vous pouvez vous le mettre, je pense. Diamond aussi. Leur a dit oui, parce que à l'époque Diamond aux États-Unis avait le monopole total de la distribution de comics. Et si tu passais pas par Diamond, tu passais pas, personne n'achetait tes comics, tout simplement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé sur comment on fait le comics, comment on écrit le comics, mais il n'a pas fait que ça, puisqu'il a fait aussi le sculpteur dont on va vous parler cette semaine. Le sculpteur, de quoi ça parle? Ça parle de la vie de David Smith, qui à la trentaine, je crois, au début du récit, c'est son anniversaire, et il se saoule. 26 ans. 26 ans, voilà. Il a 26 ans et il y a une importance à ça, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc il a 26 ans, il est en train de manger dans un diner, enfin de se saouler plutôt, tout seul dans un diner. Je crois qu'il est toute sa vie, c'est le dernier de sa famille, il reste plus personne dans sa famille. Il est sculpteur. Il a eu une petite renommée au tout début de sa carrière, mais finalement c'est très vite retombé. Et là, il est un peu en train de se dire à ce moment-là de sa vie, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce qui se passe? Et va arriver son oncle, enfin quelqu'un qui ressemble à son oncle, qui va lui proposer un marché. Et là, on va partir sur un récit que vous connaissez un peu peut-être. C'était une récit un peu à la Faust. La mort, puisque effectivement c'est la mort, va lui proposer un marché. Soit tu as une petite vie un peu rêvée d'américain, de banlieue, avec ta femme, tes enfants, et tu vas vivre vieux, et tu t'éteindras à 80 balais et des poussières. Soit je te donne 200 jours, mais tu auras le pouvoir de manipuler la matière. Et lui va faire le choix non, que lui, il veut devenir quelqu'un. Il veut avoir plus qu'une petite vie normale. Et il va choisir donc d'avoir 200 jours, de lui rester plus que 200 jours à vivre, et de pouvoir avoir ce pouvoir de modeler la matière comme il le veut. Mais malheureusement, au moment où il va faire ce choix, va arriver quelqu'un dans sa vie, une femme, va arriver de nulle part. Et en fait, il va tomber amoureux. Et en fait, ça va être tout le récit autour de ça. Ça parle beaucoup de qu'est-ce que l'art, comment on crée, de l'amour aussi. Et c'est un récit qui est très, très, très touchant. Qui va résonner sur plein de trucs que tout le monde vit, je pense.
C'est un récit qui est très beau, mais qui est peut-être un peu, moi j'ai trouvé, bon effectivement, donc Scott McCloud, quelqu'un qui a beaucoup pensé le comics. Moi j'ai trouvé peut-être un peu trop académique. Je trouvais que ça manquait un peu d'émotion sur certains moments. Mais j'ai quand même été assez bouleversé par ce titre que je vous recommande chaudement, et j'aimerais bien avoir l'avis des 2 personnes avec qui je fais cette émission ce soir, notamment Spades. Vas-y, est-ce que tu veux donner ton avis sur le sculpteur? Pas de souci. Donc, le sculpteur, moi, je trouve déjà que c'est en fait une formidable mise en pratique de tout ce que Scott McCloud a développé dans L'Art invisible. C'est un pavé, ça fait plus de 500 pages, et pourtant ça se lit à une vitesse hallucinante tellement la narration elle est fluide. Mais il y a un gros problème dans ce bouquin pour moi, c'est que Scott McCloud est un formaliste. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la forme, et ça se sent en fait dans sa narration à cause de ses personnages. Ces personnages, en fait, c'est des personnages fonction. Ils sont là que pour servir l'histoire, et au final, ils n'ont aucune consistance. David, le personnage principal, c'est l'archétype De de l'artiste l'artiste maudit qui n'arrive pas à percer et qui voudrait devenir le plus grand de son art, mais qui n'y arrive pas, alors que les fils de riches qui ont du pognon, ils y arrivent parce qu'ils se font pistonner. C'est un personnage qui est épouvantable avec ses amis, notamment avec Holly, qui est son seul ami d'enfance. Il a c'est un petit con, hein, franchement, c'est même un sale con avec le personnage de Holly. Même avec tout le monde, hein. Ouais. Tout, ouais, tous les gens qu'il va côtoyer, hein, dans le Ouais, mais bon, Holly a vraiment une place particulière parce que c'est la seule personne qui reste de son passé. Parce que David, quand il explique son histoire familiale, à un moment, tu as envie de citer un peu ce grand penseur qui est Mister V, et de dire ça fait beaucoup là, non, quand même. Oui, effectivement. Parce qu'il cumule. Hein. Pourquoi je disais dans ta review que le 26 a une importance, c'est parce qu'au final, on a un artiste maudit avec une histoire de mort, tout ça pour mener sur le club des 27, qui est donc les légendaires artistes morts Ah oui, pochés c'est vrai. en pleine gloire. Et qui honnêtement, j'aimerais les aligner tous pour leur coller des claques, parce que avoir le plaisir de mourir pour entrer dans la légende, je crois que j'ai jamais rien entendu de plus con dans la vie. Et donc pour ça que David mérite particulièrement dans ce bouquin. Et le personnage donc de Meg, parce que le concept du bouquin, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour son art, mais la vie a cela de marrant qu'elle va lui donner une raison de vivre au dernier moment. Le personnage de Meg, en fait, c'est le cliché de ce qu'on appelle la Manic Pixie Dream Girl. Donc, comment expliquer ça? En gros, s'il y aurait un film, le personnage serait joué par Zoé Deschanel. C'est Ouais, c'est pas faux. C'est pas non, mais faux. vraiment, c'est le cliché de la meuf un peu farfelue, un peu délurée, qui va montrer aux dépressifs que la vie est belle, qu'il y a plein de grands trucs. On lui rajoute un petit twist de bipolaire pour cumuler le tout. La scène de sexe est juste gênante. Il y a des moments où en fait Scott McCloud il parle donc de cette communauté de trentenaires, enfin de vingtenaires artistes de New York, mais il oublie qu'à l'époque où il écrit ça, il a déjà plus de 50 ans, et ce qui fait que tu as un petit côté How do you do, Philo Kids, qui arrive par moment dans sa description de la jeunesse, qui rend le côté factice. À côté de ça, c'est un récit d'un classicisme incroyable. Il n'y a aucune surprise dans ce qui se passe. C'est juste en fait que formellement, l'objet est parfait. C'est la narration vraiment se déroule toute seule et tu la vois pas passer, quoi. Par contre, à mon avis, il connaît pas bien le monde de l'art contemporain. Ah, Il aurait peut-être dû un peu plus. non, mais je crois que même la communauté des artistes new-yorkais qu'il écrit, en fait, il aurait dû replacer contextuellement cette histoire dans sa jeunesse à lui, où lui faisait partie de cette génération, plutôt que de décaler à notre époque. Parce qu'il y a des moments où ça sonne tellement faux dans les réactions, quoi. Thomas, t'en as pensé quoi, toi?
Je suis assez d'accord avec Spade sur le côté égocentrique du personnage et plutôt détestable. En fait, tout de suite, on a du mal à avoir de l'empathie avec ce personnage qui est tellement centré sur lui. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même une charge de pathos il a perdu toute sa famille. Euh, c'est vrai Et que mon là-dessus, père, et ma mère, et ma sœur, il a et le été à chien. Non, pas fond. le chien. Il a été à fond sur cette question-là, effectivement. Après, après, je trouve que c'est aussi une vision quand même de l'art contemporain, fin du monde, très snob, de la scène artistique new-yorkaise. Alors, ouais, effectivement, je ne sais pas non plus si, s'il est très au fait, MacLeod, de ce milieu, s'il a fait quelque chose de caricatural, si au contraire c'est plutôt réaliste. Je me rends pas bien compte. Mais euh, ce côté aussi, je veux absolument imposer mon art. Vous allez voir, je suis un génie. Donc bon, je vais tout faire. Je vais tout faire et puis ça marche pas. Et après, j'ai bien aimé. Il y a un moment donné une espèce de descente aux enfers avant de rencontrer Meg, euh, où il est vraiment, enfin, il a plus d'appartement, il a plus de fric, il est à la rue, et puis elle le recueillit, elle le recueille un peu comme un espèce de petit chien. Enfin, au début, Ouais, on a un mais peu cette c'est vrai. sensation-là. Elle a un côté vraiment, voilà, c'est ce que tu disais tout à fait, Spade, par rapport à ça, c'est le personnage, la bonne Samaritaine, voilà, elle va aider le mec qui est à la rue en bas de son immeuble, cœur sur la main, tout avec un syndrome bipolaire, enfin, voilà. Mais malgré tout, en fait, malgré tout ça, euh, je trouve qu'on passe un bon moment de lecture Ouais. parce que je sais pas, je trouve qu'on. Alors moi, je le rapproche d'autres œuvres par exemple, d'Asterios Polype de David Mazzucchelli, qui est aussi, je trouve, formidable, avec pareil un personnage égocentrique sur le monde de l'art, mais un mec infect avec les gens qui sont autour de lui, qui le soutiennent. Alors, avec Mazzucchelli, on est dans un truc plus cérébral, alors que chez MacLeod, on est plus dans l'émotionnel. Et c'est ce côté émotionnel que j'ai bien aimé. Euh, En Chez fait, lui, où il y a. en Ouais, fait, ma critique par rapport au côté cliché de la communauté qu'il décrit, c'est que vraiment, en fait, il décrit la vision que nous, on a à travers tous les films, les séries. En ouais. fait, c'est vraiment une vision hollywoodienne du milieu de Ouais. l'art, là où Asterios Polype, tu as une vision beaucoup plus frontale d'un artiste abstrait, parce que Asterios Polype, dont on va parler la semaine prochaine, en plus, hein, tu vois, Oui. Ah bah, là, tu nous transition. permets de teaser, hein, impeccable. C'est, tu as une vision vraiment d'artiste sur le monde de l'art, là où en fait, lui, c'est juste un conteur qui raconte une histoire autour de l'art. C'est la différence principale que je ferais sur les deux récits. Mm, Est-ce qu'il aurait pas dû le transposer dans le monde du comics, un truc qu'il a l'air de plus gérer, plutôt que Ouais, sur mais un. est-ce que tu vois vraiment un artiste de comics prêt à mourir pour dessiner Batman, quoi? ouais. Oui, j'avoue, C'est je sais pas. je pense quand même que même si, je considère, les dessinateurs de comics comme étant des artistes à part entière, c'est pas le souci, mais le milieu est pas du tout le même, là, où la trahison qu'il a de la part d'Oli, qui va quasiment briser leur relation, alors que c'est juste lui qui est une tête de con, qui veut du favoritisme en sa faveur plutôt qu'envers qui que ce soit d'autre. C'est en fait une réalité. C'est un milieu où tout se joue plus sur le réseau que sur réellement le talent. Mais c'est pas de maintenant, hein. Van Gogh, on a attendu qu'il soit mort pour Mmh, se rendre mmh, compte que c'était un génie. Il y a tellement d'artistes qu'on se rend compte largement après leur mort, de ce qu'ils valent, alors que des mecs qui vont scotcher une banane contre un mur dans une galerie, ils vont faire des millions avec ça, quoi. Et je pense que c'est une moquerie. Il a voulu tenter une moquerie de ce milieu-là, sans y arriver réellement, quoi. Moi, il y a un truc que je trouvais un peu aussi, bon après peut-être que vous me direz que j'ai tort, mais c'est, les sculptures qu'il fait
et il y a tout un moment où il fait une espèce de dans son appart, il montre plein de sculptures différentes. Et je trouvais ça un peu, ouais, c'était pas des plus imaginatifs au final. Ouais, mais d'un côté, moi, j'y connais rien en art abstrait, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Moi, ça m'aurait pas plus parlé, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que là, il nous parle d'un art dont on n'a pas Ouais, forcément les ouais, codes. qu'on maîtrise pas, effectivement. Voilà, tu nous fais un truc sur Van Gogh ou sur Monet et compagnie, tu nous montres des toiles vachement bien faites. Ouais, tu fais, ouais, c'est cool. Ou tiens, on parlait des mangas sur le jazz comme Kids on the Slope et compagnie. Mmh. Euh, Quand tu les vois jouer de la musique, c'est de la musique que tu entends, que tu comprends. Ouais. Là, c'est difficile avec l'abstrait si t'es pas dans le monde de l'abstrait. Et c'est peut-être là, en fait, où il a pêché, je pense. Mmh, mmh, mmh. Après, je suis d'accord avec ce côté, quand tu vois toutes les sculptures, où ça, en fait, à un moment donné, ils lui disent oui, mais il y a pas de vision, il y a pas, tout est différent, il y a trop de choses. On dirait une boutique. À un moment donné, je crois qu'il y a un Ouais, personnage mais qui dit on dirait une boutique hawaïenne. c'est reproché, en fait, dans le bouquin complètement. En fait, on lui reproche de se prendre pour un génie sans avoir une vision de génie. Par exemple, Dali, qui était l'horrible personnage qu'il était, sa vision fantastique et surréaliste du monde qu'il transposait dans ses toiles, c'est vraiment ce qui est spécifique à son univers, le cubisme avec Picasso et compagnie. Là, c'est vraiment juste un mec qui au final, aime la méthode plus que l'art en lui-même, quoi. Un peu comme MacLeod Donc avec, ouais, comme MacLeod, ouais. ouais, Mmh, mmh. Ouais, au final, hein. C'est peut-être une On revient parabole aussi sur lui-même. ouais. Oui, non, mais je pense aussi qu'il y a ça. Bon, après, je pense pas qu'il aurait été capable de faire le pacte que va faire, David avec son tonton. Par contre, franchement, c'est une des plus belles, itérations de la mort que j'ai vues en comics, depuis longtemps, quoi. Ouais. C'est cette idée du membre de la famille qui en plus est réellement le membre de la famille. C'est pas juste il a pris la forme Oui. temporairement, c'est vraiment quelqu'un qui le connaît personnellement. Et en fait, le pacte est une faveur qu'il lui fait. Je trouve vraiment l'idée incroyable, quoi. C'est peut-être l'une des meilleures du bouquin pour moi. Je te rejoins là-dessus aussi, ouais. Je trouvais que c'était intéressant. Le fait de le faire revenir en plus, c'était intéressant. Même si moi, il m'a fait penser à Stan Lee, je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit: «Ah, peut-être qu'il y met un lien avec Marvel». Mais Space m'a dit qu'il, lui, c'était plus, je sais plus à qui c'est dit à qui. C'est son beau-père, en fait, il le Oui, dit dans la oui, c'est son postface, père, ouais. Oui, dans la postface du bouquin. En fait, la mort, donc l'oncle Harry, c'est son beau-père. Meg, Sa femme. c'est physiquement sa femme. Le nom, en fait, vient d'une de ses belles-sœurs qui est morte quelques jours après sa naissance. Donc, il y a toute une tradition sur les noms et la mort, qui vient du côté de sa femme. Il y a beaucoup d'explications intéressantes dans cette postface, d'ailleurs. tout à fait, ouais, ouais. Mais, Mais est-ce que ça reste un bouquin que vous recommandez quand même malgré tout, oui, c'est comme je dis, c'est un récit purement formaliste, mais c'est vraiment, mais tellement bien exécuté. Et si vraiment la narration en BD vous intéresse, vraiment de savoir ce que c'est que l'art séquentiel et de raconter une histoire en case par case, c'est franchement pour moi c'est une lecture obligatoire, quoi. Pareil, je partage même avis que Spades. Et en plus là, on a ça se lit très très bien, ça se lit vite. On est sur du 500 pages, mais c'est pas quelque chose qui te prend une semaine à lire tellement c'est fluide, tellement il se il met de l'espace avec des cases vides silencieuses. Enfin, il y a des longs moments comme ça. Ah oui, de toute façon, oui, oui, bien sûr, c'est une recommandation, bien sûr. C C'est Allez-y. l'équivalent en BD de ces films de 3 heures qui semblent durer qu'1 heure et demie, mais Oui, c'est vrai. c'est ça, quoi. et Une en plus, bonne comparaison. c'est chez un plus petit éditeur, c'est chez Rue de Sèvres. Mmh. Donc si vous avez l'occasion de, de les soutenir, parce que c'est des gens très cool, Ouais. n'hésitez pas, n'hésitez Et ils pas. Ils ont un font des bons super choix. catalogue.
Ouais. Ouais, Ouais, ils ont un super exactement. catalogue rue de Sèvres, ouais, Ouais. effectivement. Francophone, américain, japonais Mmh. avec la nouvelle collection Renard Doré. Ouais. Vraiment, ouais. C'est un petit éditeur qui commence à prendre de plus en plus de poids dans mes étagères. Et dont l'attaché de presse est très gentil d'ailleurs, je sais pas s'il écoutera, mais je lui passe le coucou. Je sais pas, ouais, je vois pas quoi rajouter d'autre de plus, ça touche plein de thématiques, mais vous les découvrirez au fil du bouquin. Effectivement, moi, je reviens un peu sur tout ce que vous disiez, hein, effectivement, c'est pour la forme, c'est très, très bien. C'est peut-être moi, c'est moi, ça m'a un peu fait penser, bon, c'est pas dans le même, à Blankets de Craig Thompson, qui a un peu le même style de dessin, mais je trouve que Greg Thompson a un suffle plus d'émotion Bah, c'est dans plus son récit. personnel. Oui, effectivement. C'est plus personnel, donc Ouais, plus intime. forcément, ouais. Mmh. Donc là vraiment, il a juste créé une histoire, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, honnêtement, on aurait pu le voir 10 000 fois en film. Bah, c'est Ah, le récit de Faust, hein, encore une fois, hein. oh, bah oui, Un truc qu'on a vu. mais le truc, c'est que comme tous les films, tu peux prendre l'histoire la plus basique et la faire réaliser par un génie, ça va donner un super film, et tu vas prendre une histoire magnifique et la faire réaliser par un tâcheron, ça va donner de la daube. Et là, c'est un récit classique qui est dessiné par un maître de l'art séquentiel qui s'amuse à exercer son art. Et si vous avez pas encore une fois, allez écouter le Comics Fair sur l'art invisible, et si vous vous intéressez un tant que soit peu à l'art séquentiel et au 9e art, je pense que lire l'art invisible et même si vous recommandiez, ce qu'a fait Eisner, Mmh, Oui, mais qui est plus sur comment faire de la BD, plus ouais. que ouais. comprendre la BD. En fait, la différence principale, où tu as aussi le bouquin de Stanley Buscema, How to do Comics The Marvel Way, qui est aussi un des grands classiques. Qui... Eisner et Buscema, c'est vraiment des comment faire de la BD, tandis que Scott McCloud, vraiment, il s'est posé la question de comment ça marche. Comment, en fait, tu arrives à construire une histoire pour qu'elle soit fluide, qu'elle soit intéressante, qu'elle accroche le lecteur. Comment tu machinalement, en fait, comme il le dit en fait dans l'art invisible, gamin, on a tous pris une BD un jour, la première fois de notre vie qu'on prenait une BD, et instinctivement, on a su comment ça se lisait. Mmh. Personne t'a appris à lire une BD. C'est tu sais. Et pourquoi tu sais, c'est les questions qui s'est posées. Et il a essayé de comprendre ça en analysant autant le comics qu'il connaissait très bien, vu qu'il est américain, que le enfin que la BD européenne, parce qu'il n'y a pas que du franco-belge en Europe, loin de là. Oui, il y a l'italien. Bien sûr. Voilà. Il y a le manga. Et justement, Thomas, tu parlais des suspensions du temps, qui est une caractéristique qui est très utilisée dans le manga, notamment Adachi le fait beaucoup. Donc Adachi qui a fait Touch, Théo, la batte de la victoire, qui a fait plein de mangas cultes sur le sport. C'est une de ses spécificités de vraiment étendre le temps de lecture pour te donner une sensation de suspension. Et il a utilisé tout ça, mis tout en relation. Et c'est en fait, tu lis l'art invisible et tu fais mais ouais, c'est vrai. En fait, il va mettre des termes sur des notions que tu savais instinctivement. Et je trouve ça dingue, quoi. Ouais. Et c'est lisible, enfin, et c'est même pas élitiste en plus, c'est Non, lisible non. par tout le monde. Et c'est génial parce qu'il s'adresse vraiment à. Enfin, c'est pas un public genre de gens qui connaissent. Non, c'est vraiment. C'est l'intelligence, je trouve, de l'art invisible, quoi, par Ouais. rapport à C'est parce d'autres qu'il en a trucs fait une BD littéraires. plutôt qu'un texte, plus Mais En formalisé. non, plus. Ouais. oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il s'est expliqué à lui-même, en fait, tout ce qu'il nous explique en même temps. Mm. C'est comme s'il se parlait à lui, comme si lui était un gamin de 5 ans réellement, et que nous, du coup, par extension, on était ce gamin de 5 ans, et il nous explique en fait ce qu'il est en train de comprendre au fur et à mesure. C'est vraiment un travail qui est incroyable, hein. Si ça reste presque 30 ans après des grands essais sur l'art séquentiel, c'est qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Ouais. Mmh mh.
Eh bien, on a fait le tour, j'ai l'impression, Oui. de tout ça. Je sais aussi, puisqu'on est dans les bouquins qui parlent de comics, je sais que chez Comics Initiative, je l'ai pas lu, mais ça a l'air super intéressant. Il y a un bouquin qui s'appelle Comic Talk de Will Eisner, qui sont des conversations qu'il a Ouais. avec d'autres grands auteurs. Je crois qu'il y a Moore dans le lot. Il y a plein de grands. Puis de toute façon, Eisner est C'est Shop un Talk, énorme. non? Ouais, Shop Talk, voilà. Excuse-moi, Comic Talk. Shop Talk, oui, voilà. Donc c'est chez Comics Initiative si vous avez envie de le lire. Je pense que ça peut être que intéressant si vous êtes fan de BD et surtout de comics du coup, puisque Will Bah, Eisner. et puis surtout, en fait, pour Will Eisner, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est que le monsieur, il a vu naître le comics. C'est pas juste Oui. un dessinateur de Un comics, acteur. c'est un des premiers acteurs Ouais. de comics. Il était là au moment où Action Comics numéro 1 est sorti, quoi. Il a fait partie de cette foule d'artistes qui ont travaillé dans la foulée pour essayer de sortir leur Superman derrière, quoi. Et en, C'est vraiment, en et en fait, termes oui. Et en termes en plus d'innovation, je trouve au niveau graphique, au niveau de ce qu'il a apporté, où il fait sortir la case, il y a plus, Ouais. il sort de la case en plus. Lui, c'est un des rares comme ça qui a exploré des systèmes de narration qui sont extraordinaires. Et Mm. alors, ce qui est fou, c'est comme tu disais tout à l'heure, avec Eisner, c'est pareil. Il y en a partout, mais on sait comment lire instinctivement, alors qu'il y a des cases où il y a des personnages qui parlent dans tous les sens. C'est extraordinaire. Ouais, et puis si tu remets ça en perspective avec les comics des années 60 qui ont commencé à exploser un peu la narration, notamment, je pense à Carmine Infantino sur The Flash, où en fait, il faisait des coins de cases en flèche pour essayer de faire comprendre comment lire. Eisner a jamais eu besoin de ça alors qu'il faisait ça 20 ans avant, quoi. C'est ça, c'est vrai. Mais C'est vrai, l'exemple. mais pareil, hein, dans le Sculpteur, il y a une scène où David va chez Meg pour fêter un mélange de Noël et Hanouka, Ouais. Oui, oui, le oui, Noël Hanouka. juif. En fait, tu as 3 conversations qui sont en train de se faire en même temps. Donc Mais tu comprends les trois, ouais. et tu arrives à suivre les 3 en même temps sans être perdu à un seul moment, quoi, Mm. tellement c'est fluide et vraiment, ouais, c'est sur des petits trucs invisibles que tu te rends compte à quel point il y a du génie, en fait. Un grand formaliste, comme tu Voilà. disais. Voilà. Eh bien, mes amis, on va revenir à la fin. On a fait court, mais bon, on avait pas tant de choses que ça à dire. Encore une fois, allez voir le compte de Thomas sur Twitter et même sur Instagram. Tous les liens seront dans la description pour que vous ayez découvrir tout ça. Vous allez voir, c'est génial, c'est fait bien. Ça, moi, vraiment, ton compte me fait un bien fou sur Twitter d'avoir tous les jours cette petite dose de BD à côté de toute la merde qu'il y a sur Twitter. Ça fait un bien fou. Bah, merci Euh, beaucoup. Bah, de rien, de rien. Je rends à César ce qui est à César. Merci Spades d'avoir été là pour De cette rien. émission. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la semaine prochaine, on va vous parler d'Astériopolype de David Mazzucchelli, qui, si vous êtes un tout petit peu fan de comics, et notamment de Batman, je pense que c'est un nom. Ou de Daredevil. Ou de Daredevil, effectivement. Et oui. C'est un nom qui ne peut que vous dire quelque chose, puisque c'est lui qui a dessiné Batman Year One, et effectivement, Born Again. c'est Born Again. Donc voilà, c'est pas Joel Mais Joel rigolo. ouais, mais alors si vous allez lire Asterios Polype en En pensant lire du pensant, Batman, vous Même allez être déçus, hein. graphiquement. il y a pas beaucoup de bâtards en gueule. Je l'ai pas lu encore, mais j'ai hâte de ça. Non, et puis même sur la forme, tu vois, Ah oui. c'est justement la différence entre MacLeod et, euh, et Mazzucchelli, c'est que MacLeod a vraiment pensé la forme dans la narration, et tandis que Mazzucchelli a pensé la forme dans l'image. Et il y a des concepts tellement dingues dans Asterios Polype. Si tu vas en pensant lire du mainstream, tu vas, waouh,
tu vas décrocher. Hein. Bah, moi, pourtant, ça fait 50 pages. Hein. Ah, c'est pas long, je pensais que Ouais. c'était plus que ça. Bah, en tout Ah non, cas, c'est vous pas verrez, très long. Ouais. vous verrez, la sélection de cet été, elle va être bien de bout en bout. J'ai hâte. Il y a des bouquins. Bon, il y aura des bouquins. Trigger warning. Il va y avoir des bouquins un peu durs à lire, notamment celui qui arrive dans 2 semaines, qui s'appelle Rosalie Lightning. Ah oui. Ah, tu m'as demandé un truc de dépressif, hein, je t'ai envoyé. Effectivement, moi j'aime bien les trucs de dépressif et bon après Blast, ouais, je sais pas. En plus, je me suis tapé la route. Et Les il s'est trucs de tapé dépressif. la BD de Larsenet, La Route, et il s'est tapé le bouquin Ah, De McCarthy, oui, j'ai McCarthy. entendu, oui. donc, je fais beaucoup en peu de temps. Hein. Mais le bouquin enfin, j'en parle dans l'émission. J'ai pas envie de spoiler mon avis, mais le bouquin de McCarthy, je crois que j'ai jamais lu quelque chose d'aussi prenant de ma vie. Non, mais c'est génial, McCarthy. C'est vraiment un romancier qu'il faut connaître pour moi. Et moi, je l'ai lu en livre audio, et j'ai oublié le nom c'est le mec qui est le doubleur de Daniel Craig dans les derniers James Bond. Mm. Et j'avais l'impression qu'il y avait James Bond qui me susurrait à l'oreille d'aller me suicider. C'est un peu ça. Mais j'ai pas fini. Et apparemment, la fin de Larsenet et la fin du bouquin de McCarthy sont pas les mêmes. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a changé. Mais si vraiment, si vous l'avez pas lu, le bouquin de Larsenet, La Route, si ça a été un des meilleurs BD, enfin une des plus recommandées, une des plus achetées cet automne, c'est pas pour rien. Ouais. Vraiment, il y a un travail sur le dessin et et d'ailleurs, et si vous êtes fan des 2 auteurs, ils ont sorti une version illustrée du bouquin par Larsenet. Donc vous avez le texte de McCarthy et les dessins de Larsenet en même temps, ce qui peut être un bon compromis si vous avez envie d'avoir les 2. 2 fois plus anxiogène, c'est magnifique. Oui, voilà. Merci Thomas, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il y a toujours je sais plus quand c'est c'est demain, je crois. Vous avez les récaps de The Acolyte de Star Wars qui sortent sur la chaîne de Geek en série. Vous pouvez aller écouter ça. Il y a encore toutes les autres émotions qui sont en cours. Ça va arriver petit à petit. Puis voilà. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine et merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Ciao. Ciao.